j'entends comme un esprit autour de moi, comme s'il y avait un animal qui voulait me dire quelque chose. Oui. Et Je vais juste prendre le chat. t'inquiète. Je reviens. Ça tombe bien que Franck nous ait parlé de guerre parce que, avant de laisser la parole à Manon, j'aimerais parler d'un individu qui est en connexion aussi avec les conflits de manière générale. Parce que oui, j'aimerais qu'on parle à nouveau de folklore, et surtout, comme c'est un spécial Japon, jusque-là tout va bien, de folklore japonais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un être qui s'appelle le Tengu, ou Tengu. Je sais jamais vraiment comment ça se prononce parce que je suis un vieil européen un peu pourri. Est-ce que vous avez eu une idée de ce que ça peut être le Tengu du coup ? Ça me dit quelque chose, c'est un esprit de la rivière, non? Alors effectivement, c'est une sorte d'esprit, mais on va aller plus en profondeur. Les Tengu, ou alors chiens célestes dans la langue de Molière, sont un type de créature légendaire vivant au Japon, mais ça vous l'avez compris. Ils sont tantôt considérés comme des kami, des dieux, ou tantôt comme des yokai. Et là, je vous renvoie du coup à toutes les chroniques que j'ai faites sur les yokai précédents. Dans le bouddhisme, les Tengu sont considérés comme étant des démons perturbateurs et annonciateurs de quoi, à votre avis ? Pour la connexion ? Perturbateur, un annonciateur du conflit. De la guerre, exactement, de la guerre et du conflit. Voilà. Leur image, c'est toutefois, on va le voir au cours de cette chronique, petit à petit adoucie jusqu'à parfois même être considérés comme des protecteurs. Dans certaines cultures, ils demeurent toujours de dangereux kami, et non pas des kami des eaux, mais des kami des montagnes et des forêts. Alors, c'est parti pour le Tengu. Malgré le fait que leur nom désigne quand même un chien, dans l'art ils apparaissent sous de nombreuses formes différentes, allant du coup d'un grand oiseau monstrueux à un être anthropomorphe au visage rouge et au nez anormalement long et large. Et là, peut-être que ça vous dit déjà un peu plus quelque chose. Oui. Leur long nez leur permettrait d'être reliés à la divinité shintoïste Saruta Iko, le dirigeant des kami terrestres et le gardien du pont du ciel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la divinité est décrite avec une protubérance similaire, mesurant 7 paumes de longueur. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit dans le Nihon Shoki, et je m'excuse vraiment pour toutes les erreurs de prononciation. Donc c'est quoi ce Nihon Shoki ? C'est des annales de l'histoire japonaise qui ont été écrites en 720, rédigées ni plus ni moins que par le prince Toneri, un prince impérial de l'époque Nara. Beaucoup de fêtes de village sont données encore aujourd'hui, et les deux personnages, donc Saruta Iko et les Tengu, sont souvent portraiturés de la même manière avec un masque rouge au nez très phallique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus anciennes représentations de Tengu remontent, en dessin bien évidemment, à des rouleaux illustrés, comme par exemple le Tenguzoshi Emaki qui a été peint en 1296 et qui parodie les prêtres de haut rang en les dotant de becs de faucon des démons Tengu. Les Tengu sont alors souvent, on l'a vu, du coup représentés comme prenant la forme de prêtres. C'est également à cette période que les Tengu vont être commencés à être associés en particulier à des prêtres bien spécifiques, les Yamabushi. Ce sont des ascètes des montagnes, donc le lien avec le Tengu encore une fois, qui pratiquaient le Shugendo, une tradition spirituelle millénaire japonaise fortement influencée par le bouddhisme Vajrayana, où la relation entre l'homme et la nature est primordiale. Ainsi, l'association fit son chemin dans l'art japonais, où les Tengu sont plus fréquemment représentés dans le costume distinctif des Yamabushi, qui inclut un tokin, un petit chapeau noir, des pectorales avec 6 pompons, et un kakara avec 4 K, un bâton utilisé du coup par les moines bouddhistes. Ils ont également souvent un éventail magique qu'on appelle un ha-uchiwa, qui, d'après les récits populaires, aurait en fait la capacité de faire grandir ou rétrécir le nez d'une personne. Et oui, aussi ça provoque des vents très très forts. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien ? Parce que je sais pas si vous savez, au début j'ai dit oui, le chien céleste, d'où ça sort ? Alors on parle de gens avec des nez en forme de pénis, c'est quand même un peu différent. Eh bien, encore une fois, il pourrait, vous avez l'habitude avec ces chroniques sur le folklore, s'agir d'un syncrétisme nippo-chinois ou sino-japonais. Dites-nous en commentaire lequel vous préférez, parce que j'ai aucune idée duquel est le plus correct en français. Voilà. En effet, dans la littérature chinoise, on trouve le Tianggu, un démon associé à une variété de descriptions d'animaux, mais la plus fréquente reste celle d'un chien féroce anthropophage. Semblable à une comète, il fait le bruit du tonnerre et apporte la guerre là où il tombe. Or, la première mention écrite du Tengu au Japon se trouve
au chapitre 23 du Nihon Shoki dont j'ai déjà parlé précédemment, souvenez-vous qui était écrit en 720. Dans ce chapitre, l'auteur il décrit une grande comète qui apparaît dans le ciel, semblable à quoi à votre avis? À un chien, exactement, le chien céleste. Voilà, on retombe sur nos petites papates. De surcroît, il existe un texte de chien, exactement. De surcroît, il existe un texte issu du Shu Yi-ji qui a été écrit en 1791 qui décrit un chien semblable au Tiangu avec un bec aiguisé et une posture droite. Toutefois, je me dois d'y apporter une nuance car cela n'est pas la description la plus courante non plus de cette créature dans les textes du XVIIIe siècle. Bon, on se reprend. À ce niveau-là de la chronique, il y a quand même un truc qui va pas du tout. Si je récapitule, on passe quand même d'un chien comète à un homme oiseau, puis ensuite à un bonhomme rouge avec un nez géant. Comment ça se fait? Certains érudits japonais soutiennent l'idée que le Tengu serait en fait une dérive de la divinité hindouiste Garuda, présent aussi dans les écrits bouddhistes. Alors Garuda, ça doit vous dire quelque chose normalement parce que j'en avais déjà parlé sur ma chronique parlant des Nagas. Je vais faire un petit résumé, c'est une sorte d'homme-aigle très protecteur. Ainsi, le nom de Tengu semble avoir été substitué au nom de Garuda lors de différents sutras, ou sutras, je sais pas, donc c'est des écrits, par exemple dans le Emyo Jizokyo. Bon, le problème c'est que le Emyo Jizokyo a été écrit pendant l'ère Edo et c'est une époque où l'imagerie actuelle du Tengu, donc le mec avec le gros nez, était déjà établie, donc du coup ça colle moyen. Par contre, dans le Konjaru Monogatari Shu, on y trouve une compilation d'histoires datant du XIe siècle qui raconte qu'un Tengu se bat contre un dragon dans la montagne, rappelant ainsi à vous, chers auditeurs, les affrontements que j'ai pu vous décrire entre Garuda et les Nagas. Sauf que là, à nouveau, patatras, tout s'effondre tel un éboulement dans une grotte. Garuda est une créature positive proche de Bouddha, là où le Tengu est en réalité plus proche du démon. Du coup, pour certains érudits japonais, ça colle pas. Certains d'entre eux ont alors créé une hypothèse. Les Tengu pourraient en fait descendre d'un ancien démon oiseau, lui-même fusionné à la fois avec Garuda et Tiangu, souvenez-vous le chien céleste, puisqu'ils sont tous plus ou moins arrivés au même moment par voyage sur l'île, culturellement parlant bien évidemment. Alors, c'est une hypothèse qui est intéressante, mais qui en fait tient littéralement sur du vent parce qu'il n'y a absolument aucune preuve tangible pour étayer cette interprétation. Toutefois, sortie du chapeau, voici une dernière théorie qui naît dans la dernière version du Kujiki, un ancien texte historique japonais datant de 726, où il est écrit le nom de Amanozako. Alors Amanozako, qui c'est? Eh bien c'est une divinité femelle monstrueuse, née de la férocité crachée par le dieu Susanoo. Or, l'association d'une partie des caractères d'écriture japonaise, bien évidemment, d'Amanozako, associée avec d'autres, signifie alors Tengu, divinité. Incroyable. De surcroît, le livre décrit Amazonako comme une créature rageuse capable de voler, avec le corps d'un humain, la tête d'une bête, un long nez, de longues oreilles, de longues dents qui peuvent broyer jusqu'à même les épées. Un livre du XVIIIe siècle appelé Tengu Megiko suggère que cette déesse pourrait être le véritable prédécesseur du Tengu. Ah, je suis désolé, il faut s'accrocher un petit peu bien évidemment. Mais voilà un peu pour l'historiographie du Tengu, de à quoi il ressemble. Maintenant, on va parler un petit peu à, finalement, c'est quoi un Tengu et comment est-ce qu'on le perçoit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Kunjaku Monogatari Chu, un recueil, j'ai dit n'importe comment, je suis vraiment désolé pour tous les japonais qui nous écoutent, c'est une honte, c'est une véritable honte. Mais sachez que ce livre, c'est un recueil d'histoires publié à la fin de la période Heian, donc au Xe siècle à peu près, qui contient certains des plus anciens récits de Tengu. Ces derniers y sont déjà caractérisés à peu près comme aujourd'hui. Pourquoi les Tengu sont-ils des êtres mauvais pour le bouddhisme ? Tout simplement parce que leurs activités favorites sont, au choix, tromper les gens pieux à l'aide de fausses images de Bouddha, enlever les moines et les déposer dans des lieux éloignés, ou encore posséder des femmes afin d'essayer de séduire certains hommes. Ah oui, j'allais presque oublier. Voler dans les temples et procurer à ceux qui les vénèrent un pouvoir impie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils se déguisent souvent eux-mêmes en prêtres ou en nonnes, même si à la base, dans ces textes-là, on t'explique bien que, normalement, le Tengu, ça reste quand même une sorte de Milan humanoïde. Alors, même moi je suis en train de me perdre parce que la fatigue est en train de me prendre, j'ai l'impression que j'oublie 10 milliards de trucs, mais c'est pas grave. Parce que, à travers les 12e et 13e siècles, des récits continuent de parler de Tengu, essayant de causer des problèmes dans le monde. Leur origine se dévoile un peu plus. Ils seraient alors des fantômes de prêtres en colère, hérétiques ou morts sans raison, qui étaient tombés dans le Tengu-do, le royaume Tengu. Toujours ennemis du bouddhisme, ils s'amusent alors à posséder les gens, spécialement bien évidemment les femmes et les filles pour parler par leur bouche. Le Kojidan,
Un recueil de Setsuwa, écrit entre 1212 et 1215, fait le récit d'une impératrice qui a été possédée. Le Okagami Monogatari du XIe siècle, quant à lui, rapporte que l'empereur Sanjo a été rendu aveugle par un Tengu, le fantôme d'un prêtre qui voulait se venger de lui. Un des Tengu les plus renommés se trouve au XIIe siècle. Il était lui-même le fantôme d'un empereur. En effet, le Hogen Monogatari, datant de 1320, raconte l'histoire de l'empereur Sutoku, qui a été forcé par son père d'abandonner le trône. Il se lance alors dans une rébellion pour reprendre le pays à son paternel, mais il fut défait et s'exila dans la province de Sanuki. Selon la légende, il mourut dans de grands tourments, jurant de hanter le Japon comme un grand démon. Alors il devint un effrayant Tengu avec de longues griffes semblables à ceux d'un Milan. Dans des histoires du XIIIe siècle, les Tengu commencèrent par enlever des jeunes garçons aussi bien que des prêtres, qui étaient leurs proies favoris. Les garçons étaient souvent rendus alors que les prêtres étaient découverts entravés au sommet d'un arbre ou de lieux en hauteur. Toutes les victimes de Tengu cependant revenaient dans un état proche de la mort ou de la folie, quelquefois après avoir été poussés à manger des excréments d'animaux. Bah, c'est caca. Les Tengu de cette période sont souvent conçus comme des fantômes de personnes arrogantes qui deviennent des créatures fortement associées à la vanité et à la fierté. Il y a même une expression japonaise aujourd'hui qui s'appelle Tengu nin naru, qui veut littéralement dire devenir un Tengu, qui est utilisé pour dire être une personne vraiment vaniteuse ou orgueilleuse. C'est également à cette époque que les Tengu vont être plus détaillés. D'après certains textes, il existerait deux types de Tengu. Les Dai-Tengu, créés à partir d'érudits, et les Ko-Tengu, créés à partir des personnes moins signifiantes. Vous pouvez aussi appeler ça des pauvres ou des pouilleux. Il y aurait alors une vraie hiérarchie entre les deux. Les premiers seraient en réalité des protecteurs du bouddhisme condamnés à une forme hideuse à cause d'un peu de vanité, et les seconds leur devraient alors une obéissance éternelle. L'image déplaisante du Tengu continue de s'éroder au XVIIe siècle. Certaines histoires les représentent beaucoup moins malveillants, protégeant et bénissant les institutions bouddhistes plutôt que de les menacer ou de les brûler. Selon une légende du XVIIIe siècle, un Tengu prit la forme d'un Yamabushi et servit avec piété l'abbé d'un monastère zen jusqu'à ce que l'homme devine la vraie forme de son serviteur. Alors, les ailes et l'immense nez du Tengu apparurent. Le Tengu demanda simplement un fragment de sagesse à son maître et partit tout en continuant invisible et secrètement à procurer une aide miraculeuse au monastère. Pendant les siècles qui suivirent, les Tengu vont garder une réputation de protecteurs de lieux sacrés et seront toujours craints par les mortels osant s'aventurer dans ces lieux. Par exemple, jusqu'à encore très récemment, les habitants de la préfecture d'Ishikawa ont cru que les Tengu détestaient les maquereaux. Donc en fait, régulièrement, ils utilisent ces poissons comme un charme contre les enlèvements pour éviter que les Tengu viennent les hanter. Aujourd'hui, les Tengu sont vénérés dans de nombreuses montagnes au Japon. Un destin plutôt positif pour une créature qui était pourtant considérée comme malfaisante 150 ans auparavant. Et du coup, je trouve ça plutôt chouette. Alors, il existe plusieurs petits contes populaires, je vous en ai fait quelques petits exemples. Mais il y en a un qui a retenu mon attention particulière et je vais essayer de vous le lire. C'est parti. Un vieil homme a une bosse sur le visage. Dans la montagne, alors qu'il marchait, il rencontre un groupe de Tengu qui font la fête. Il rejoint leur danse. Il plaît tellement aux démons qu'ils veulent le revoir la nuit suivante et lui offrent un cadeau. Il lui retire la bosse de son visage, pensant qu'il voudrait la reprendre et qu'il reviendrait donc. Un voisin méchant, qui lui aussi a une bosse, entend alors parler de la bonne fortune du vieil homme et essaye de faire la même chose, mais en volant le cadeau. Les Tengu, cependant, lui donnent simplement la bosse de son voisin en lui laissant la sienne, dégoûté à la fois par ses mauvais talents de danseur et sa malhonnêteté. Ça vous dit quelque chose, ce conte ? Non, ça me dit rien, moi. Ah oui. Enfin, le coup de danser, ça me rappelle les corrigans, mais... Ouais. Et justement, c'est assez dingue, je trouve, parce que il y a un conte breton qui est exactement pareil, où c'est un mec bossu qui va voir des corrigans, il danse avec eux, les corrigans lui retirent la bosse, et en fait, son frère jumeau qui a aussi une bosse va aller voir le lendemain, et en fait, il fait le connard. Et du coup, les corrigans lui donnent deux bosses, du coup, la sienne et celle de son frère jumeau. En fait, maintenant que tu parles de cette histoire de frère et tout, ça me... C'est une légende qui est assez célèbre en Bretagne, et je pense dans tous les pays celtes. Et je trouve ça ouf qu'elle soit présente au Japon, c'est littéralement la même, quoi. Quand j'ai lu ça, j'étais là en mode, mais what? En fait, je sais pas l'expliquer, je sais pas si c'est du diffusionnisme tellement long, ou si c'est effectivement, il y a un mythe commun qui prend ses racines dans l'histoire de l'humanité, façon Jean-Loïc Lequelec, ou alors c'est juste que c'est un peu bateau et que c'est un peu simple comme histoire, je sais pas. Au-delà même du mythe commun,
T'as des éléments remarquables, les boss, tout ce qui est boss, tout ce qui est ce qui pourrait être considéré d'une manière ou d'une autre comme une déformation, une infirmité. On retrouve beaucoup dans les contes, quelles que soient les cultures, parce que c'est des éléments visuels Oui, c'est ça, marquants, faciles à identifier. Exactement. Que ce soit le bossu, la cicatrice, ou des boutons ou autres, c'est des choses qui sont quand même très très marquées. Ça m'étonne assez peu que ça soit massivement réutilisé. En cherchant un peu, parce que là pour le coup ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement les deux se ressemblent. Qui se ressemblent quand même beaucoup. Cette histoire de danse, de créature qui prend. Mais c'est vraiment rigolo de se rendre compte que t'as les mêmes symboles en fait. C'est ça qui est chouette, je trouve. Ça veut dire qu'il y a des symboles qui sont, en tout cas des idées qui sont plus universelles que d'autres. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et la question, ce serait de voir quelles sont les autres cultures où on pourrait trouver des contes similaires. Tout à fait, ouais. Et à partir de quand Si vous en avez, dites-le nous dans les commentaires. C'est ce que j'allais dire. Si vous en avez, dites-le nous dans les commentaires. Bien joué, Manon. Et j'espère que du coup que ça vous aura plu cette petite chronique sur les Tengu. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.